l'isolant isole parce qu'il emprisonne de l'air, et si on remplace l'air par de l'eau, ben, ça ne marche plus. Il faut avoir un SD extérieur qui soit 5 fois plus petit que le SD intérieur. Ça, c'est une règle qu'il faut s'imposer. C'est une règle empirique, mais reconnue par les experts. Les lèvres qui gercent, ce n'est pas l'été, c'est l'hiver quand on fait du ski en montagne. Mettez beaucoup de tuiles chatières. Alors, à partir du moment où on sait qu'on va poser les menuiseries par l'intérieur et qu'on va faire la correction thermique par l'intérieur, vous aurez le choix. Donc, au niveau de l'isolation, au niveau des murs, on verra deux possibilités. Mais on va commencer par parler de l'isolation du toit, puisque vous allez préparer le toit. Et le toit, donc vous avez fait le choix de travailler avec des génoises, donc de rester avec des chevrons et une isolation par l'intérieur dans l'épaisseur des chevrons. Alors, il est possible à ce niveau-là d'opter, moi je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dans le cadre de génoise, mais je l'ai fait en Haute-Savoie avec des avant-toits. Et on a travaillé sur des avant-toits avec, pas forcément très long, parce que à ce moment-là, ce que je vais vous indiquer, c'est travailler avec... Alors, peut-être il y a une question préalable. Est-ce que vous souhaitez garder vos combles perdus ou habitables et habités? Habitables. Habitable. On a les hauteurs sous plafond pour les rendre habitables. Habitable et habité. Donc à partir de là, nous n'aurons pas d'espace tampon susceptible de bloquer la chaleur l'été. On a donc l'obligation de travailler avec une épaisseur relativement importante pour avoir une performance d'isolation de toiture très correcte, mais surtout avoir de la densité, de la capacité thermique massique importante pour nous amener à du déphasage important et à un stockage et une restitution lente vers l'extérieur. Et donc ça milite pour des isolants d'origine végétale qui sont bien meilleurs que les isolants d'origine minérale, même que d'origine pétrochimique. C'est assez simple sans rentrer à fond dans les détails, mais si on tient compte de la densité des matériaux, si on tient compte de leur tenue en termes de lambda face à la chaleur, le lambda étant la capacité à ralentir le transfert de la chaleur du côté extérieur de votre toit vers l'intérieur l'été et vice-versa l'hiver, eh bien ce lambda qui est une valeur qui se mesure en laboratoire, on sait qu'il n'est stable que jusqu'à 23 degrés Celsius. Au-delà de 23 degrés Celsius, il commence à se dégrader et au-delà de 27 degrés Celsius, alors là on ne sait même plus où il est. Donc il peut y avoir des dégradations extrêmement importantes. Et quand on sait que sur un toit sous les latitudes ici, probablement que la couverture elle-même va monter à 70-75 degrés et l'isolant dessous peut avoisiner dans les parties les plus proches de l'extérieur, en tout cas les 50-60 degrés. Et à ce moment-là, on peut avoir une dégradation du lambda. Il y a eu des essais faits donc, dont on m'a dit, alors moi je ne les ai pas faits, je n'ai pas de certitude par rapport à ça. Je sais que oui, il y a dégradation, ça c'est absolument certain, mais on m'a annoncé jusqu'à 72% de chute de lambda. Donc c'est considérable. Considérable. Même si ça n'était que 20 ou 30%, c'est de toute façon déjà considérable. Et donc, les isolants d'origine végétale, même si leur lambda n'est pas forcément plus stable que les autres, ils ont pour eux d'avoir une forte capacité thermique massique et une forte densité. La capacité thermique massique, c'est la quantité de joules nécessaire pour faire gagner 1 degré Kelvin, donc 1 Kelvin, à 1 kg de matière. Celle du minéral, laine de verre, laine de roche par exemple, c'est de l'ordre de 800 à 900 joules par kilo. Et leur densité est de l'ordre de 30 à 38, 40, 42 kilos pour du panneau, puisque là, en termes d'isolant minéral, ça serait du panneau. Donc une capacité thermique massique 800-900 joules, 30 à 40 kilos par mètre cube. Donc dès l'instant où le soleil tape vite, la progression de la chaleur dans l'épaisseur du toit
hein, va se faire au fur et à mesure qu'on va saturer, à un moment donné, en température l'isolant. Hein. Et donc, plus il a une chaleur spécifique élevée, plus il va être en capacité d'accumuler de la chaleur, et plus sa densité est élevée, donc plus on a de kilos au mètre cube, plus il va également stocker. Si on se fait un résumé simple, une laine minérale, on va la mettre à 40 kg de mètre cube, 800 joules par kilo, donc on a densité pas très élevée, chaleur spécifique faible, on compare ça avec un isolant végétal, chaleur spécifique 1800 à 2000 joules par kilo, 2,5 fois plus. Et le poids, si on compare les vracs, on va être entre 5 et 10 fois plus dense avec les végétaux qu'avec les minéraux. Et si on compare avec des panneaux, on va être environ 30 à 100% plus dense avec les végétaux qu'avec les minéraux. Donc, 2,5 fois plus de chaleur spécifique, on va dire, pour résumer, 50 à 60% de densité supplémentaire, forcément un déphasage qui est multiplié par 3, 4. Donc le temps de traversée de la chaleur l'été, eh bien, vous allez avoir, si on résume bien la chose, 2 heures avec une épaisseur déterminée d'isolant minéral et 3 heures peut-être au maximum et 8, 9, 10, 11 heures avec des végétaux. Et le déphasage, c'est le temps que met la calorie, la chaleur pour passer d'un côté à l'autre. Donc c'est-à-dire que s'il commence à faire très chaud à 11 heures le matin, plus 10 heures et 21 heures, on commence à avoir la chaleur qui tombe la nuit, le froid attirant le chaud, la chaleur repart à l'extérieur. Si par contre on est avec 3 heures, ben on a chaud à 11 heures le matin, à 14 heures, ben c'est fini, il faut déjà mettre la clim en haut. Donc voilà, donc laine, à mon avis, isolant végétal. Pour moi, ici, il ne faut pas lésiner. Je mettrai 30 cm d'isolant en épaisseur. Je ne fais pas le calcul du R, de machin, de truc. Voilà, ce n'est pas l'objectif. C'est pour moi vous dire ce que je pense qu'il faudrait pour avoir la performance requise pour atteindre le confort, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et pour faire ces 30 cm, je travaillerai avec du chevron composite de 30 cm de haut. Et je garderai... alors, comment c'est fait une poutre composite? C'est fait comme en ferraille... un IPN. Hein. Donc, on a le talon haut, on a le talon bas, et on a l'âme entre les deux. Et c'est le talon haut et le talon bas qui donnent la force à l'ensemble. Et la membrure, ici, ne sert qu'à les relier. Donc, on prend des talons d'épaisseur suffisamment importante. Ça peut aller de l'ordre de 35-40 mm à 60 mm, ça dépend des fabricants. Et à ce moment-là, sur votre votre génoise, non, la génoise, elle est, non, elle est à plat. Elle est à plat. Elle est à plat, voilà. Hein, elle est à plat, la génoise. Voilà. Et non, elle est comme ça. Ah, voilà. Moi, en Haute-Savoie, je sais parfaitement dessiner parce que on ne travaillait pas avec ces systèmes-là. Hein, mais donc voilà, la génoise est comme ça. Et à ce moment-là, on va venir ici avec donc la membrure supérieure qui va être là. Hein, et donc on a notre coupe qui est jusque là et on a notre membrure inférieure qui vient là. Et avec un seul élément, donc ici on va bien avoir notre couverture qui va venir, qui va se marier avec la génoise. Hein, et ici, donc on a là le membron supérieur, pas le membron, le talon supérieur, le talon inférieur, et on va avoir une isolation qui va aller donc de là à là, et là il nous faut 30 cm. Hein. Sachant qu'au-dessus, ici, on a le pare-pluie, les lithos et la pose classique. Quoi, hein. Et donc là, on pose un seul élément, on est bon d'un bout à l'autre. Et cela peut vous éviter des pannes intermédiaires parce qu'on a quelque chose qui est très haut, très résistant et qui nécessite moins de reprise de charge intermédiaire. Ça, c'est une possibilité. Et là, d'emblée, le charpentier se règle ici parfaitement plan.
Hein. Donc ici, il met un système de sablière hein, pour bien se régler. Ces chevrons viennent poser dessus. Hein. Et à partir de là, bon, il va peut-être avoir un petit maçonnage à rajouter ici, mais ça, il le gère. Les arases, oui. Ouais, faire les arases. Hein, voilà. Là, donc, il va mettre ici son pare-pluie, qui est là-dessus. Il va mettre sa contre-latte, qui va être là. Il va mettre ses lattes à tuiles, selon le type de tuile que vous avez. Il va poser ses tuiles là-dessus. Et d'emblée, une fois qu'il a fait ses chevrons, qu'il a posé le pare-pluie, qu'il a mis ses contre-lattes, ses lattes, qu'il a habillé ici son arase et qu'il a posé les tuiles, extérieurement c'est fini. Et à l'intérieur, quand vous voudrez isoler, on va venir mettre un pare-vapeur ici, on va le tenir avec un litho, et là-dedans, eh bien, vous remplissez tout simplement d'un isolant vrac qui s'appelle la ouate de cellulose. Et c'est terminé. Donc, si vous voulez opter pour ça, après, il faudra qu'on vous trouve une entreprise, ou que vous en trouviez une, ou qu'on en forme une, parce que la ouate de cellulose est un isolant qui est trop peu utilisé à mon avis. Il présente plusieurs avantages, dont un, vous nous avez parlé à un moment donné, où vous parliez avec Laurence, j'ai entendu parler de vermine, de loire et autres petites bestioles qui adorent se mettre à l'abri dans nos toits. Ils ont horreur de la ouate de cellulose. Les premiers chantiers que j'ai faits en Haute-Savoie pour des collègues charpentiers, quand j'ai quitté l'artisanat construction, charpente ou autre pour me consacrer plus qu'à l'isolation, c'était précisément pour aller reprendre des toits dans lesquels il y avait eu des fouines, parce que quand les fouines sont venues dans un toit et qu'elles se sont trouvées bien, vous pouvez, alors elles détruisent l'isolation en 2 ans, c'est tout à refaire, vous refaites votre isolation et 2 ans après vous revenez, parce que les tuiles et les fouines ont trouvé que c'était chez elles, donc elles ont réorganisé leur habitat. Eh bien, on leur met de la ouate de cellulose, elles vont chez les voisins. Mais on laisse une poignée de cartes et en règle générale, on va voir les voisins. Voilà. Tout simplement. Hein. Donc moi, je ferai comme ça. Maintenant, ça peut être avec des chevrons plus classiques et après, ben, on redonne de l'épaisseur. Il y a toutes les solutions classiques envisageables. Oui. On met un OSB en face supérieure, c'est-à-dire qu'on crée un caisson et ils injectent la ouate de cellulose en vrac? Oui. Ou c'est de la ouate qui est en... Non, c'est de la ouate en vrac, mais elle se met depuis dessous. D'accord. Depuis l'intérieur. Donc là, le contreventement, oui, effectivement, je n'ai pas représenté... Alors, on va le faire un petit peu mieux en détail. On va considérer que le dessous, on ne s'en intéresse pas. Hein. Donc on a bien ici notre génoise qui est là, hein, notre mur qui est là. Alors à 2 rangs, à 3 rangs, ça on fait comme il se doit être. Hein. Voilà, c'est là. Là-dessus, on va mettre un petit bout de sablière. On va venir ici avec notre membron, notre talon supérieur. On a le talon inférieur qui va être ici. Hein. Ça, c'est notre épaisseur de poutre. Là-dessus, on va mettre le plancher de toit, qui peut être soit une volige, donc c'est une planche de 16 mm, soit un panneau OSB de 12 mm, 18 mm. Après, bon, voilà, c'est le charpentier qui dit, moi, ici, je veux un contreventement comme ci, comme ça, ou le bureau d'études qui l'impose, qui vont assurer le contreventement. Alors, le contreventement peut tout aussi bien être assuré par la volige. Pourquoi et comment on le fait? À ce moment-là, vu du dessus, on a le sens des chevrons qui est comme ça. On a ici notre bord de toit qui est là, notre mur qui est ici, avec ici nos génoises qu'on va voir par transparence là-dedans. Voilà. Tout simplement. Et à ce moment-là, soit on met des panneaux entiers, donc on les met toujours à venir avec les joints à mourir sur les chevrons, hein. Mais sinon on peut travailler avec de la volige. Comment fait-on? Ben, la volige, c'est de la planche qui fait, souvent c'est un peu toute largeur, hein, 10 cm, 12 cm, 15 cm, c'est du tout venant, planche de 16 mm, bon, c'est la qualité la moins bonne, ben, elle est amplement suffisante pour faire ça. On la pose tout simplement à 45 sur le toit, hein, voilà, et terminé. Elle a assuré le contreventement. On cloue, voilà, un clou là, hein, tout simplement. Là-dessus, ben, sur ce, et là, ça tient très bien. Ça,
pendant des siècles, les gens ont travaillé avec de la volige. Ça ne bouge pas. Hein. Donc, c'est du local. On ne va pas au diable vauvert chercher du truc transformé. On n'a pas d'émissions parasites de CO2, etc. etc. Là-dessus, alors, au niveau de la perspirance, c'est-à-dire la sortie, ouais, j'ai pas fait parallèle et ça me perturbe, la sortie de la vapeur d'eau, puisque on va chauffer à l'intérieur, ici on va être à plus 19 degrés, on va être à plus 3 degrés ici, on a de la génération de vapeur d'eau à l'intérieur parce qu'on fait les bains, les douches, la vaisselle, la lessive, etc. etc. Donc l'air y est plus chaud, il est plus dense, donc hop, il migre vers l'extérieur. En traversant votre toit, la température va passer de plus 19 degrés à plus 3 degrés. Donc on a une chute de température. Et comme on a la même quantité d'eau en valeur absolue dans l'air, au fur et à mesure qu'il progresse, plus il se refroidit, plus à un moment donné, on a un risque de point de rosée. Et pour empêcher tout risque de point de rosée, on pose une membrane parapluie à l'extérieur qui nous assure l'étanchéité au vent, aux remontées d'eau par capillarité, aux tuiles qui se déplacent, qui fissurent, etc. Bon, bref, on a une sécurité au niveau de la pluie et on est en valeur HPV, haute perméance à la vapeur d'eau, donc ça sort. Et on a le plancher là qui peut, lui, bloquer la vapeur d'eau. Alors, ce sont les valeurs qu'on appelle des valeurs SD, le spraying diffusion. On ne va pas rentrer dans le détail comment ça se calcule, mais il faut avoir un SD extérieur qui soit 5 fois plus petit que le SD intérieur. Ça, c'est une règle qu'il faut s'imposer. C'est une règle empirique, mais reconnue par les experts. Ce n'est pas dans les normes, mais ça fonctionne très bien. Pourquoi cela? Le SD, c'est l'équivalent d'épaisseur d'air en mètres que devrait parcourir une molécule pour passer d'un côté à l'autre. Donc, lorsque vous avez un SD de 3, à peu près, donc avec de l'OSB, on va avoir un SD de l'ordre de 3, il est même un peu inférieur, mais on va dire 3 mètres. Donc, c'est comme si une molécule d'eau, ici, devait parcourir 3 mètres d'air. Il faut laisser entrer 5 fois moins de vapeur d'eau depuis l'intérieur que ce que l'on peut laisser évacuer. Donc, il faut avoir une valeur SD, donc 5 fois supérieure. Donc, le SD extérieur, 5 fois plus petit que l'intérieur, ou l'intérieur, 5 fois plus grand que l'extérieur. Et donc, notre pare-vapeur ici, il a... Alors, vous entendrez peut-être parfois des gens qui vous diront « Oh, mais moi je pose du frein vapeur, donc je suis bon ». Ça ne veut rien dire un frein vapeur. Il faut qu'on connaisse la valeur SD. Si son frein vapeur fait 10, eh ben là on ne serait pas bon. Mais par contre, s'il fait 15 ou plus en valeur de SD, puisqu'on a un SD extérieur de 3, 5 fois 3, 15, tout ce qui a plus que 15 à l'intérieur, c'est très bon. On gère parfaitement la migration de la vapeur d'eau. On en laisse entrer 5 fois moins que ce qui peut sortir. On n'aura donc jamais, quel que soit le mode d'exploitation et les conditions climatiques, de matérialisation de points de rosée dans l'isolant. Et c'est hyper important puisque l'isolant isole parce qu'il emprisonne de l'air, et si on remplace l'air par de l'eau, ben ça ne marche plus. Et donc, les pare-vapeurs les plus classiques et les plus courants, alors après, on vous propose souvent des pare-vapeurs un peu techniques en disant « je vais te mettre un hygrovariable, il s'adapte aux conditions ». On n'a pas forcément besoin de ça. Les pare-vapeurs les plus classiques ont un SD de 17 mètres. 3 à l'extérieur, même si on passe avec un OSB. 5 x 3, 15, on a 17, on a plus, on est parfait. Si on met une volige plus un pare-pluie HPV, le pare-pluie HPV, lui, va avoir une perméance de l'ordre de 0,3, 0,4, donc c'est quasi rien, quoi. Ça arrête parfaitement l'eau déperlante, la goutte d'eau, mais la molécule d'eau seule, elle passe facilement. Eh bien, avec de la volige, ça marche encore mieux. Mais dans tous les cas de figure, si vous mettez un pare-vapeur avec un SD de 17 à l'intérieur, vous êtes parfait. Et donc là, on a ici notre plancher extérieur qui est là, plancher de toit, on a notre pare-vapeur qui est là, on va avoir ici
effectivement, on va envoyer nos tuiles ici et vous allez mettre ici votre gouttière très avancée vers l'extérieur. Hein, voilà. Et là-dessus, on va mettre donc du contre-litho. Pourquoi on met du contre-litho? Parce qu'il faut absolument permettre la ventilation de la tuile. Et donc, il faut mettre minimum 27 mm. Et là-dessus, vous avez de la tuile mécanique à emboîtement. Hein. On va mettre des lithos à tuiles et on va venir accrocher les tuiles là-dessus. Et le toit est fait. Hein. On a notre prise d'air basse qui va se faire là. Et par contre, en haut, mettez beaucoup de tuiles chatières. Beaucoup plus que quel que soit le nombre qui va vous être proposé par le couvreur, parce qu'en règle générale, ils en mettent une tous les 2 mètres environ. Or, l'été, on a de l'air chaud qui stagne sous la couverture. On a une prise d'air ici qui est très ouverte, parce qu'on a vraiment beaucoup de prise avec les lithos. Et au sommet, ça ne sort que grâce aux chatières. Et si on ne met pas assez... C'est au fêtage. Vers le fêtage. Elles sont au fêtage ou elles sont... Juste avant le fêtage, 1 ou 2 rangs avant. Ouais, ouais. Alors autrement, on peut faire un fêtage ventilé. Mais ça se pratique assez peu ici parce que le fêtage ventilé, il faut qu'on ait quand même un minimum de pente pour ne pas risquer les remontées. Ici, les fêtages sont scellés hein, pour toutes les raisons de risque d'infiltration. Donc les fêtières, ne lésinez pas à en mettre parce que l'été... Les chatières, pardon. L'été, on a beaucoup d'air chaud qui va être piégé ici. Comme il est chaud, il monte. Et s'il ne peut pas sortir par l'extérieur, ben, il va rentrer dedans. Et lorsqu'il va rentrer dedans, le problème de l'été, c'est qu'on va avoir des points de rosée inversés. Parce que l'été, on va avoir ici plus 70 degrés sur le toit. On peut avoir plus 40 degrés dans l'isolant. On a une pression d'air qui va faire que ça ne peut pas sortir par là, ça va rentrer là. Mais comme à l'intérieur, soit on reste au frais, soit on climatise et qu'on essaye de ne pas dépasser les 28 degrés, notre delta de température à la baisse est de l'extérieur vers l'intérieur. Et comme l'air chaud, qui plus est légèrement sous pression parce qu'il a été propulsé vers le haut, il ne peut pas sortir, donc peut contenir beaucoup plus de vapeur d'eau que l'air froid, on a naturellement un air qui est excessivement chargé en vapeur d'eau qui risque de pénétrer dans la couverture et de se condenser là, avoir un point de rosée d'été. Et ça, le législateur ne l'a jamais prévu. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc, pour éviter ça, soit on vit avec 35 degrés dedans, ce n'est pas le but du jeu, hein, soit on favorise l'évacuation de l'air chaud avec sa vapeur d'eau à l'extérieur, puisque l'air extérieur, souvent les gens nous disent l'été, l'air est sec. Non, l'air n'est pas sec l'été, il est très humide, sauf que vu qu'il est très haut en température, l'humidité relative semble est très basse et on a un ressenti de sécheresse. Mais les lèvres qui gercent, ce n'est pas l'été, c'est l'hiver quand on fait du ski en montagne.